Mon grand-père est un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, je ne connais rien de son parcours. Alors, il est temps de le découvrir. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Project Willis MB43. Aujourd'hui, je vous propose le 5e épisode de mon enquête sur les traces de mon grand-père. Dans cet épisode, nous allons analyser ensemble les campagnes auxquelles mon grand-père a participé durant le second conflit mondial. Project Willis MB43, c'est parti. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Your task will not be an easy one. Good luck. And let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Dans l'épisode précédent, je vous avouais l'erreur que j'avais faite en suivant la piste de la 29e division d'infanterie. En effet, nous avions trouvé sur un des uniformes de mon grand-père un insigne de la 29e. Et j'en avais déduit, trop rapidement, qu'il avait combattu avec cette unité durant la Deuxième Guerre mondiale. Loin de m'enfoncer, cette erreur m'a au contraire motivé à continuer avec vous la recherche de l'unité de mon grand-père. D'ailleurs, nous sommes plus de 550 actuellement sur la chaîne, mais vous êtes encore 90% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, mettez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne. Dans le premier épisode, nous avions analysé l'Honorable Discharge de mon grand-père. Et dans cet épisode, je vous propose de reparcourir avec moi les campagnes qui étaient marquées sur ce document, afin de peut-être trouver des indices que nous avions manqués à la première revue de ce document. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, mon grand-père a participé à 5 campagnes. Northern France Campaign, Rhineland Campaign, Ardennes Campaign, Central Europe Campaign et la Normandy Campaign. Je vous propose maintenant de les analyser en détail. Mais avant de les analyser, nous devons d'abord définir ce qu'est une campagne. Une campagne militaire est un ensemble cohérent et planifié d'opérations conduites sur une période donnée, conduites dans une zone géographique donnée, afin d'atteindre un objectif stratégique majeur. Il y a donc 2 caractéristiques à bien se mettre en tête lorsqu'on parle de campagne, le temps et l'espace. La première campagne est donc la campagne de Normandie. Celle-ci débute le 6 juin 1944 et se termine le 24 juillet 1944, avant le lancement de l'opération Cobra visant à s'extraire du bocage normand. Sa zone, comme son nom l'indique, est la Normandie. Le 6 juin 1944, les Alliés lancent l'opération Overlord, le débarquement en Normandie. À l'aube, les Alliés débarquent sur 5 plages, précédées dans la nuit par 3 divisions aéroportées censées sécuriser les flancs de l'opération. 24 heures plus tard, la plus grande opération amphibie de l'histoire était globalement un succès, même si aucun objectif espéré n'est atteint et la situation sur Omaha est toujours préoccupante. Par la suite, les Alliés unifient la tête de pont. Caen, par contre, censé tomber le jour J, reste solidement aux mains des Allemands. Le 12 juin, la tête de pont s'étend de Valogne à l'est de Caen. Par contre, cette dernière n'est toujours pas prise. Les Alliés lancent un assaut vers Cherbourg pour avoir un port en eau profonde et sécuriser la presqu'île du Cotentin. Le 30 juin, Cherbourg est aux mains des Alliés. Mais Caen est toujours une solide possession allemande. Mais il est temps pour les Alliés de prendre cette île, qui devait, je vous le rappelle, être prise le jour J. À la fin de la campagne de Normandie, la tête de pont est la suivante. Caen et Saint-Lô sont aux mains des Alliés, mais le bocage normand est un piège mortel dont il faut s'extraire. La deuxième campagne est la campagne du nord de la France, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'a pas lieu uniquement dans le nord de la France, mais comprend aussi la Belgique et le Luxembourg. Elle débute le 25 juillet par le lancement de l'opération Cobra et se termine le 14 septembre quand les Alliés atteignent la ligne Siegfried et avant le lancement de l'opération Market Garden. Le 25 juillet, après un énorme bombardement, les Américains se lancent sur Coutances, puis percent jusqu'à Vranges, qu'ils atteignent le 31 juillet. La percée est effective et ils peuvent maintenant s'engouffrer en Bretagne. Le 6 août, les troupes américaines sont à Rennes, à Saint-Malo et à la porte d'Angers. Ils se dirigent maintenant vers Brest, Angers et Le Mans. Le 13 août, « toute la Bretagne est entre les mains des Alliés, sauf Brest, Lorient et Saint-Nazaire.
le mouvement vers l'Est peut commencer. Le 20 août, les poches de résistance allemandes en Bretagne sont éliminées. Les troupes alliées sont autour de Paris. La 7e armée allemande se retrouve en étau entre Argenteau et Caen. La poche de Falaise se refermera sur eux le 21 août. À partir de cette date, la guerre d'usure dans le bocage normand est terminée. Les Allemands ne pouvant plus organiser de défense cohérente, une guerre de mouvement la remplace. Le 25 août, les Alliés sont à Paris. Ils atteignent la Belgique le 2 septembre et Bruxelles sera libérée le 3 septembre. Le 15 septembre, les hommes d'Eisenhower atteignent la ligne Siegfried et le front se stabilise. La troisième campagne est la campagne de Rhénanie. Elle commence le 15 septembre 1944 et se termine au mois de mars 1945. Cette campagne a lieu en Belgique, aux Pays-Bas et dans l'ouest de l'Allemagne. Entre le 15 septembre et le 15 décembre, la campagne de Rhénanie correspond à la phase initiale de l'avancée alliée vers l'Allemagne. Après l'échec partiel de l'opération Market Garden, les Alliés cherchent à sécuriser leurs flancs. Les forces américaines affrontent une résistance acharnée lors de la bataille de la forêt d'Urtgen, marquée par de lourdes pertes. En octobre, la prise d'Aix-la-Chapelle constitue la première grande ville allemande capturée par les Alliés. Les combats se concentrent le long de la ligne Siegfried, fortement fortifiée. Les conditions météorologiques et le terrain ralentissent l'avance alliée. L'armée allemande parvient à stabiliser temporairement le front. Cette période prépare le terrain aux offensives majeures de 1945 vers le Rhin. Mais le 16 décembre 1944, une violente attaque allemande perce les lignes alliées, marquant le début de la 4e campagne marquée dans l'Honorable Discharge de mon grand-père, la campagne des Ardennes. Cette campagne s'étend du 16 décembre, début de l'attaque allemande dans les Ardennes, et le 25 janvier 1945, date à laquelle les Alliés ont plus ou moins rétabli la ligne de front d'avant l'attaque. La campagne des Ardennes constitue la dernière grande offensive allemande sur le front occidental. Le plan allemand vise à lancer une offensive surprise à travers les Ardennes afin de percer le front allié. L'objectif principal était de franchir la Meuse, puis de s'emparer du port d'Anvers, coupant les forces alliées en deux. En privant les Alliés de leur ligne de ravitaillement, Hitler espérait les contraindre à négocier une paix séparée à l'ouest. Après l'attaque surprise initiale, les forces allemandes percent les lignes alliées et créent un profond saillant, obligeant le haut commandement allié à réorganiser rapidement ses forces dès le 19 décembre afin de contenir la percée. Bastogne devient alors un point stratégique majeur et se retrouve encerclé par les troupes allemandes. Jusqu'au 23 décembre, le mauvais temps favorise l'ennemi en limitant l'appui aérien allié. Lorsque le ciel se dégage, l'aviation alliée joue un rôle décisif en frappant les lignes de ravitaillement allemandes et en ravitaillant par parachutage les défenseurs de Bastogne. Malgré de violentes attaques allemandes, notamment autour de Noël, les tentatives pour s'emparer de la ville échouent, révélant l'essoufflement progressif de l'offensive. Le 26 décembre, l'arrivée de la 3e armée américaine de Patton met fin à l'encerclement de Bastogne et marque un tournant irréversible dans la bataille. À partir de là, les forces alliées passent progressivement à l'offensive. Le 9 janvier, une contre-attaque coordonnée depuis le nord et le sud est lancée afin de réduire le saillant allemand. Épuisées, à court de carburant et de renforts, les armées allemandes battent en retraite et la ligne de front est rétablie le 25 janvier 1945, scellant l'échec définitif de la dernière tentative allemande à l'ouest. Après cette attaque, la campagne de Rhénanie reprend donc le 8 février 1945, avec l'offensive alliée visant à nettoyer la rive ouest du Rhin. L'opération véritable, menée par les forces britanniques et canadiennes, attaque à travers la forêt de Reichswald face à une forte résistance allemande. Les combats sont ralentis par le terrain boueux et les inondations provoquées par la destruction des barrages sur la Roure. Le 23 janvier, l'opération Grenade permet aux forces américaines d'avancer depuis le sud, après la baisse des eaux. Les armées alliées progressent alors rapidement, encerclant et détruisant plusieurs unités allemandes. Des villes clés comme Clèves, Xanten ou Cologne tombent successivement. La campagne s'achève le 22 mars, assurant le contrôle total de la rive ouest du Rhin. Elle ouvre la voie au franchissement du Rhin et à l'invasion finale de l'Allemagne. La 5e et dernière campagne est la campagne d'Europe centrale. Elle débute le 22 mars 1945 et se termine le 8 mai 1945 avec la capitulation allemande. Elle s'étend de l'Allemagne à l'Autriche en passant par la Tchécoslovaquie. À partir du 22 mars 1945, les forces alliées occidentales lancent leur dernière grande offensive contre l'Allemagne nazie. Leur objectif, désorganiser totalement la Wehrmacht et s'emparer des centres industriels vitaux de l'Allemagne. L'un des moments décisifs de cette campagne est la réduction de la poche de la Ruhr, où plus de 300 000 soldats allemands sont capturés.
Cette victoire prive l'Allemagne de sa dernière grande région industrielle et accélère son effondrement militaire. Parallèlement, les Alliés libèrent de nombreux camps de concentration et découvrent l'ampleur des crimes nazis. Leur progression les mène ensuite vers la Saxe et la Bavière, l'Autriche et la Tchécoslovaquie, où ils rencontrent les forces soviétiques, scellant l'encerclement total du Reich. La campagne se conclut par la capitulation allemande début mai 1945. Elle représente l'une des offensives les plus rapides et les plus massives de la guerre, mobilisant environ 4 millions de soldats alliés et mettant fin au conflit en Europe occidentale. Nous avons maintenant reparcouru les 5 campagnes majeures auxquelles mon grand-père a participé durant la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, cela ne nous aide pas davantage, puisque beaucoup d'unités qui ont combattu et qui ont débarqué en Normandie ont fait les mêmes campagnes. Au total, mon grand-père aura traversé 5 pays, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Et là, c'est peut-être un indice. Selon mes sources, il n'y a que peu d'unités américaines qui ont traversé les mêmes pays. Et l'une de ces unités est la première division d'infanterie américaine. Ne suis-je pas en train de faire la même erreur qu'avec la 29e division d'infanterie? Peut-être. Mais il y a une donnée supplémentaire. La première division d'infanterie, comme vous pouvez le voir ici, a participé à la libération de ma région d'origine. Et donc il est possible que mon grand-père ait rencontré ma grand-mère en étant dans cette division. La première division d'infanterie est la première division américaine à avoir participé et à être engagée lors de la Première Guerre mondiale. Elle participe aux grandes offensives de mai 1918. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la première division d'infanterie participe à l'opération Torch en Afrique du Nord, puis au débarquement de Sicile. Ensuite, elle débarque en Normandie sur la célèbre plage d'Omaha Beach, où elle subit de nombreuses pertes. La première division d'infanterie reste active énormément en Normandie, où elle participe notamment à l'encerclement de la poche de Falaise. Puis, elle contribue à la libération d'une partie de la Belgique, dans la région de Liège. Elle ira ensuite en Allemagne jusqu'en Tchécoslovaquie. Alors je sais, mon grand-père n'a pas participé à l'opération Torch en Tunisie, ni au débarquement en Sicile. Cependant, étant donné qu'il a rejoint l'armée seulement en avril 1943, il est possible qu'il ait rejoint cette unité avant l'invasion des côtes françaises. En l'absence d'autres pistes, je vais me concentrer sur celle-ci. Je me presse donc d'envoyer un mail à l'association des vétérans de la première division d'infanterie américaine. On verra le résultat dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et pourquoi pas commenter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et le 6e épisode de mon enquête sur les traces de mon grand-père. Ciao ciao.